Évidemment, pour plein de raisons évidentes, ça me fait plaisir de te le remettre. Euh, j'ai pas enfin, je te donne ton cadeau, mais tu l'ouvriras. Je te donne ton cadeau, tu l'ouvriras seul quand j'aurai fini de parler. Et du coup, je vais parler d'abord, et ensuite penser à toi. Et il y a plein de raisons assez claires qui ont remonté. Bon, d'abord, un ensemble de recherches bon, sur le cycle de l'azote, etc. Mais ensuite, d'une manière plus large, toute ton influence sur l'enseignement de l'écologie en France, sur ton application, sur l'interface sciences-société. Alors, bon, ça a fini par. Enfin, ça a fini. Ça, ça, ça s'est poursuivi et ça continue peut-être encore par la formation des fonctionnaires et à la transition environnementale qui nous a paru très importante. Mais du coup, vraiment, l'ensemble des membres du CA de la SFE soulignent et ont tout de suite compris toute l'importance que tu avais eue pour le développement de l'écologie en France et en tout cas cette interface science-société. Et puis je vais finir juste par un petit mot personnel. Il y a un certain nombre de membres de Yes Paris ici. J'ai presque été ton doctorant. Enfin, j'étais pas officiellement ton doctorant, mais je me souviendrai quand même longtemps de toutes nos séances collectives d'interprétation de données sur des histoires farfelues de distribution spatiale de palmiers. Et puis les mêmes distributions nitrification et inhiber la nitrification. Euh, et du coup, tu as aussi une importance pour Yes Paris en local pour la constitution de la communauté de recherche en écologie à Sorbonne Université. Euh, et donc, ça nous fait très plaisir, ça me fait très plaisir qu'on puisse te décerner ce prix aujourd'hui. Et avant d'écouter ta conférence, tu peux ouvrir ton cadeau. J'espère que, alors, c'est une tradition aussi à la SFE d'essayer de donner des petits cadeaux. On essaye que ce soit des cadeaux personnalisés. Et j'espère que la personnalisation est réussie. Ça, c'est toi qui nous le dis. C'est pour faire durer. Traité de la carte de la carie ou blé noir par monsieur l'apostole apothicaire du roi, membre de l'Académie des sciences. Super. J'adore ces vieux bouquins de biologie. Tout à fait. Voilà. Bah, j'en enverrai une interprétation à la FNSOA, notamment aux cultivateurs de betteraves. Je pense que ça sera une bonne chose. Ouais. Alors, je vais essayer de préparer ça un peu sérieusement quand même. Bon, évidemment, je voudrais d'abord remercier la SFE pour ce grand prix. Autant vous dire que enfin, je suis assez ému de cette forme de reconnaissance qui vient de la SFE et de la communauté des écologues. Donc, ça, pour moi, ça veut dire probablement j'ai pas réussi un petit peu à faire quelques petits trucs qui ont eu une signification dans cette grande bataille pour finalement pour l'écologie, pour l'installation de l'écologie dans le paysage scientifique. Je vais y revenir dans, dans mon exposé. Donc une reconnaissance des travaux que j'ai pu réaliser moi ou que j'ai pu initier. Et puis effectivement, très tôt, parfois je me dis peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, mon engagement dans pas mal d'aventures assez compliquées, hein. Ça avait commencé par euh, mon rôle de chargé de mission au programme environnement, vie et société. Alors là, ça remonte quasiment à la préhistoire et puis très vite aussi, hein. Bon, puisqu'il y a aussi d'autres anciens, il n'y a pas que moi comme ancien, connaissez l'histoire du laboratoire et qui a quand même été assez chaotique aussi. J'ai été assez vite propulsé finalement dans des fonctions d'administration. Et donc, je savais que je devais
évidemment vous parler à un moment donné. Donc il y avait deux options pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui. La première option, bah, c'était de faire un exposé scientifique synthétique. J'avais pensé à parler, ça ne va pas vous étonner, de l'interface sol-plante, basée pas mal sur Oui, la très intéressant. perception que j'avais eue du fonctionnement des écosystèmes de savane. Et donc avec une vision qu'on a souvent qualifiée d'éco-géochimique, hein, que j'aime bien ça, arriver à vraiment mélanger à la fois la logique du vivant et puis pratiquement la logique physico-chimique, hein, qui est vraiment dans les sols complètement à l'œuvre. Donc mélanger les deux cultures. Donc ça, j'ai pas renoncé. D'ailleurs, il y a quelques collègues, un en particulier qui est assez barbu et moustachu, qui me dit tout le temps qu'il faut que je fasse ce genre de choses. Donc je vais finir par le faire et en tout cas, je proposerai un regard un petit peu, un regard à la SFE, dans la série Regards sur le sujet. Et puis donc l'autre option, bah, c'était de vous proposer un éclairage sur ce qui, sur, sur cette évolution de l'écologie et sur ce qui, je crois, est un changement assez fondamental par rapport, en tout cas, à la période où moi j'ai commencé à rentrer dans le jeu, qui est finalement la bataille pour la scientificité de l'écologie et pour l'inscription de l'écologie en tant que science dans j'ai envie de dire, le dialogue social et l'action sociale. Donc, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous faire un exposé d'anciens combattants, peut-être repartir de quelques éléments sur l'état de l'écologie à une certaine époque, on va dire, que la SFE a bien connu, hein, la SFE 2 aujourd'hui. Et donc, il faut prendre ça comme un témoignage, une invitation à la discussion. Donc, j'ai essayé de ne pas être trop long pour qu'on puisse discuter. Donc, oui, si je prends du recul, à la fois en tant qu'ancien chercheur au CNRS, puis ensuite enseignant-chercheur à Sorbonne U, je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'est le changement de statut profond de l'écologie. On est parti d'une situation dans les années 70-80 de grande fragilité pour arriver aujourd'hui, je vous donne déjà la conclusion de ce que je voulais dire, j'ai plus aucune inquiétude pour l'avenir de l'écologie en tant que discipline dans le concert des sciences en France. C'est aujourd'hui une discipline qui est reconnue, qui est installée. Alors, elle a des difficultés, hein, et encore beaucoup de difficultés de perception à l'extérieur, je vais y revenir. Mais dans le système scientifique, la bataille est gagnée. On a une discipline qui est de haute qualité, qui est reconnue et qui a une place, à mon avis, qui est aujourd'hui indéboulonnable. Alors, les débuts de l'écologie en France, ils ont été un petit peu longs et difficiles. Il y a déjà une première chose que vous connaissez tous ici, c'est que c'est une discipline qui est née dans le monde anglo-saxon, essentiellement. Bon, la définition donnée par un biologiste allemand, tout le monde sait ça. Le concept de biosphère qui a été proposé par un Autrichien. J'ai fait un peu d'histoire de l'écologie avant de venir. Vladimir Vernadsky, un Russe. La notion de biocénose, bon, on n'emploie plus beaucoup ce terme-là aujourd'hui, on parle plutôt de communauté. Bon, c'est un Allemand, etc., etc. Et finalement, on cherche un peu les grands noms français dans cette histoire de l'écologie. Et l'écologie en tant que discipline scientifique, donc la recherche en écologie, elle est montée vraiment en puissance dans les années entre 1920 et 1940, en gros, avec la création de départements et d'instituts de recherche dans les universités anglo-saxonnes, essentiellement. Et ce dynamisme s'est traduit par une organisation de la communauté à travers la création notamment de la British Ecological Society, qui est quand même une création qui remonte à 1913, suivie par la création de l'Ecological Society of America en 1915. Et les premières grandes revues qui datent à peu près de la même époque, 1913 pour Journal of Ecology, et puis quelques années plus tard pour le journal, pour écologie tout court, donc la publication américaine. Donc on voit qu'on a un secteur là qui est extrêmement bien organisé déjà, qui a pignon sur rue, qui fonctionne en gros sur les critères qu'on connaît nous aujourd'hui. Mais ça, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, finalement, si on regarde ce qui se passe en France, les prémices de l'écologie, c'est pas mal à Montpellier, par exemple. C'est Flao, par exemple, au début du XXe siècle, qui mène des travaux de géographie des plantes. Et finalement, d'une manière générale, on s'aperçoit que
l'écologie en France, elle est rentrée vraiment par la partie écologie végétale, plutôt une approche, on va dire, biogéographique de cette écologie. Et ça a donné quelque chose dont peut-être on parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui était la sociologie végétale, hein. Donc l'analyse finalement de la structure des plantes en termes de relations d'espèce à espèce. Et ça a donné, entre les deux guerres mondiales, une école célèbre, hein, Zurich-Montpellier, sur cette sociologie des plantes. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à voir apparaître quand même quelque chose qui ressemble à l'écologie qu'on connaît aujourd'hui. Puisque en 1950, hein, c'est quand même pas le CNRS, qui va devenir un acteur majeur dans cette affaire, organise un colloque international sur la recherche en écologie. Alors, c'est un colloque qui était assez modeste, hein, en termes de participation. On en trouve des traces dans le bulletin d'écologie de la SFE, donc où il y a une analyse de ce qui s'était passé. Et ça, finalement, c'était à l'initiative de 4 personnes. Il y avait 2 chercheurs à Banyuls et puis il y en avait 2 autres à Montpellier. Et puis, il faut attendre 69, donc 50 ans plus tard, en gros, un demi-siècle, ce qu'on pourrait appeler de retard à l'allumage, on voit apparaître la Société française d'écologie. C'est 69 la création. Les associations anglo-saxonnes, c'est 1910 et des brouettes. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu particulier en France. Et au fond, le premier grand laboratoire, là encore, qui se rattache réellement à cette écologie, bah, c'est le laboratoire de Montpellier, donc qui dérive de cette approche végétale, hein, puisqu'il est lancé en 61 pour aboutir aujourd'hui à ce qu'on connaît, qui est le CEF de Montpellier. Donc ça, c'est une première étape de la recherche en écologie. Si on se pose la question maintenant de que se passe-t-il par rapport à la formation, bah, c'est assez difficile de répondre à cette question. On a du mal à trouver des traces dans la littérature. Clairement, les choses commencent à apparaître dans les années 60. Et il semble que le muséum, on est aujourd'hui, a été le premier acteur avec une chaire d'écologie et de protection de la nature. C'est intéressant, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, il y a une association entre la science écologique et puis l'action, c'est-à-dire la protection de la nature. Donc ça, c'est le muséum. Il y a un premier certificat d'écologie à Montpellier, au moins en 61. Il y a en 62 à Orsay la création également d'un certificat d'écologie. Et puis sur Paris, un DEA d'écologie qui est lancé, alors je ne connais pas la date exacte, 63 ou 64, et qui ont après été repris notamment par Maxime Lamotte, qui a été moi, mon directeur de thèse. J'étais probablement un des derniers étudiants de Lamotte. Et donc, l'enseignement d'écologie, avec le mot écologie dans le titre, il apparaît dans les années 60. Donc c'est assez tard, hein, dans le processus de développement. Et l'écologie, à cette époque, bah, c'est des gens qui étaient plutôt dans le domaine du végétal, de la biologie, physiologie végétale, géographie des plantes. Ça, c'était plutôt Montpellier. À Paris, c'était plutôt l'écologie animale. Moi, quand je suis arrivé pour faire ma thèse, on était au laboratoire de zoologie de l'ENS. Donc en fait, ça a été une transformation progressive de disciplines, on va dire, plus installées, plus classiques, qui ont dérivé petit à petit vers l'écologie, ce qui est un petit peu différent du processus, effectivement, anglo-saxon, où carrément on a créé des trucs en écologie en tant que tel d'emblée. Alors, le décollage, vraiment, c'est les années 70, avec la création au CNRS d'une section d'écologie, la section 29, dont dérive l'actuel 29 et 30. Ils ont peut-être changé de numéro récemment, d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, bon. Donc ça, c'est 76. Et on voit apparaître dans toutes les grandes universités pluridisciplinaires l'ouverture de formation, et notamment au niveau DEA, un diplôme d'études approfondies pour les plus jeunes d'entre nous, donc ça correspond au M2 aujourd'hui. On voit ça, alors j'ai regardé, dans le rapport d'Icastri, il y a une cartographie très précise de la situation à l'époque. Et donc on voit que les gros pôles, hein, c'était Aix-Marseille, Toulouse, Montpellier, la région parisienne en associant à la fois Paris et Orsay, Rennes, Lyon, Grenoble, Tours. Voilà les grandes villes à l'époque qui délivrent déjà des formations universitaires de niveau master en écologie. Et il y avait même donc 283 étudiants inscrits en DEA en 1970.
83. Donc déjà, forte, fort développement de cette écologie en termes de formation. Et donc aujourd'hui, le résultat de tout ça, on est dans je crois qu'on est au bout on n'est jamais au bout, mais on est arrivé à une situation extrêmement rassurante de l'écologie française. J'ai regardé, hein, bon, le niveau très élevé, vous connaissez tous les classements, donc Montpellier en particulier sort généralement très très haut dans les classements internationaux, sachant que d'ailleurs la discipline écologie est parfois difficile à repérer, hein. J'y reviendrai. On est souvent sous l'étiquette soit biologie, soit parfois sciences de la Terre. L'écologie en tant que telle, on a du mal à la tracer en réalité dans ces statistiques internationales. Mais j'ai fait tourner un petit peu Easy Web of Science avant-hier pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai regardé pour la période 2021-2024, dans la catégorie écologie, hein, si on met topic écologie, on a dans le monde 73 849 articles, dont 4 214 qui comportent le mot France dans l'adresse. C'est une manière très primitive de faire l'analyse de la biblio, j'en conviens. Enfin bon, c'est pas loin de 6% des publications mondiales dans le domaine. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses dans les performances sportives, technologiques, etc., qui sont très liées au PIB. Donc nous sommes à 6% de la production mondiale d'écologie. Le PIB français, c'est 2,6% du PIB mondial. Et on est 0,9% de la population. Donc je pense que ça, on peut le faire savoir, y compris à nos tutelles éventuellement. On fait mieux que la moyenne en écologie. Et on le voit dans beaucoup de classements quand on regarde un petit peu dans le détail. Donc c'est une discipline qui a extrêmement bien progressé et qui a acquis un statut de qualité incontestable. À mon avis, on ne le fait pas suffisamment savoir. Moi, je dis souvent dans des réunions avec des élus ou des agents de collectivités locales, mais vous savez, vous avez une communauté écolo de première classe qui détient des connaissances qui peuvent être utiles pour régler des problèmes d'environnement. Vous ne le savez pas, vous ne les utilisez pas. C'est un peu du gaspillage de ce point de vue-là, mais je vais y revenir. Alors, maintenant, la question, et là je vais rentrer plus dans des réflexions d'ordre général, c'est finalement pourquoi en France on a mis ce temps-là et pourquoi il a fallu se battre, et je vais vous raconter quelques étapes de la bataille, pour conforter le statut de l'écologie, pour qu'elle soit reconnue comme une discipline scientifique à part entière. Alors malheureusement, je ne vais pas vous donner la réponse sur le pourquoi profond. Je suis convaincu, je ne suis pas le premier à le dire, beaucoup de gens ont dit ça, qu'il y a un problème culturel de fond. Il y a une résistance culturelle à l'écologie et même peut-être aux approches intégratives. Le mouvement environnemental dont on parle, y compris dans sa dimension politique, là aussi, il vient du monde anglo-saxon, en particulier des USA. Donc c'est assez curieux. À chaque fois qu'on touche autour de ces questions de nature, de ressources, etc., on a une certaine difficulté chez nous. Alors bon, quand on discute, en rigolant, on se dit ouais, c'est normal, c'est de la faute à Descartes, c'est normal, la France était la fille aînée de l'Église, donc, etc. Donc il fallait maîtriser la nature et pas forcément la connaître. Enfin bon, c'est des explications à la noix, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a vraiment des travaux aujourd'hui universitaires qui répondent à la question qu'est-ce qui fait dans la culture française, plutôt latine probablement, anglo-saxonne, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence qui peut expliquer pourquoi on a eu du mal et pourquoi on a encore du mal avec ce genre de discipline? Moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'on soit capable de répondre à cette question parce que du coup, on pourrait peut-être apporter des solutions plus efficaces. Alors, cette reconnaissance de la scientificité de l'écologie, donc, qui était indispensable pour avoir finalement l'ouverture de postes, hein, pour que les autorités publiques investissent dans cette recherche, elle a été difficile. Ça a été une longue bataille. Alors on peut identifier quelques causes. Pourquoi ça a été si compliqué de donner cette place à l'écologie? Très clairement, et on le retrouve aussi assez fréquemment dans des textes qui étaient publiés dans le bulletin d'écologie, il y avait un problème, et on l'a vécu aussi dans le labo, il y avait un problème, une certaine résistance
de la discipline biologique en général, en particulier du niveau biologie moléculaire. Tous les rapports le disent clairement, les investissements qui ont été faits dans le domaine étaient sans commune mesure avec ceux qui ont été faits dans la discipline écologie. Alors pourquoi il y avait évidemment des défenses d'intérêt particuliers. On a pu le revivre ultérieurement dans le développement de l'écologie au CNRS. L'idée, c'est que si je donne plus d'argent de ce côté-là, ben, j'en aurai moins de l'autre côté. Donc il y avait des défenses d'intérêt particuliers. Mais je ne crois pas que ce soit l'explication principale. Moi, il me semble qu'il y avait là encore un problème culturel qui était en l'occurrence nourri par un défaut de formation. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Si vous n'avez pas une formation initiale en biologie sur l'écologie, bah, vous ne comprenez pas l'intérêt de l'écologie. Vous vous accrochez à quelques images qui parfois étaient pas complètement absurdes sur le plan historique, comme quoi les écologues, c'était de doux naturalistes qui observaient les oiseaux avec des jumelles. D'ailleurs, les jumelles peuvent être un outil pour l'écologie parfaitement pertinent, au passage. Mais voilà, il y avait une vision un petit peu méprisante d'une approche naturaliste. Alors, on a le droit d'avoir une approche naturaliste, il n'y a pas à mépriser, mais voilà. Donc, moi, je suis assez convaincu que ce qu'on paye, en fait, c'est ce retard à l'allumage. C'est-à-dire que beaucoup de gens à l'époque, donc là, je parle des années 80, en gros, quand j'ai commencé, moi, à rentrer j'ai été recruté en 86 au CNRS, il y avait encore très peu de gens qui avaient eu cette formation en écologie. Et donc, qui ne voyaient pas l'intérêt de cette discipline. Et donc, il y a eu de la résistance à l'intégration. Il n'y a encore pas très longtemps, et quelques collègues pourront en témoigner, dans une grande université que je nommerai pas, on a réussi il y a 3 ou 4 ans à faire en sorte qu'il y ait des cours d'écologie en première année de fac de sciences. Et un des arguments qui nous était opposé à l'époque, c'était mais en première année, on initie aux disciplines. L'écologie, ce n'est pas une discipline, donc on ne va pas en parler en première année. En gros, c'était un peu ce genre de choses. Donc, j'aurais peut-être pas dû dire ça, là, je vais avoir des ennuis après, mais quand même, je l'ai vécu et entendu. Donc, ce n'est pas un procès. Ça montre bien qu'il y avait une incompréhension de ce qu'était l'écologie. Ensuite, il y a eu, du coup, une autre partie du combat qu'il a fallu mener. Ça a été le combat dans les institutions scientifiques, et en particulier au CNRS. C'est évident que si le CNRS n'avait pas embrayé à un moment donné sur la question de l'écologie, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Il faut reconnaître que le CNRS a joué un rôle majeur dans cette affaire petit à petit. Et donc ce combat pour la scientificité, j'ai pu y assister, puisqu'à un moment donné, c'était le directeur du laboratoire, donc c'était Robert Barbeau, qui était vraiment à la tête de ce combat. Au CNRS, il n'était pas tout seul, bien entendu, mais il a joué un rôle très important en tant que chargé de mission, puis ensuite directeur scientifique adjoint au département des sciences de la vie à la fin des années 90. Donc il y avait quand même un directeur scientifique adjoint pour l'écologie. Donc il y avait un début de reconnaissance institutionnelle de cette discipline. Mais ce n'était pas un département. Et donc ça veut dire que quand vous êtes directeur scientifique adjoint à l'époque, vous ne participez pas aux réunions des directeurs scientifiques, c'est-à-dire en fait des 10 personnes avec le directeur général qui fait la politique du CNRS. Donc vous n'êtes pas encore au cœur de la machine. Mais pour ça, il fallait convaincre effectivement que, puisque le CNRS c'est une boîte qui fait de l'écologie fondamentale, je pourrais revenir sur ce concept qui m'agace un peu, mais voilà, il fallait convaincre du fait qu'on était sur quelque chose de très haut niveau, conceptuel, technique, etc., pour avoir le droit de siéger complètement au CNRS. Donc, département sciences de la vie, moi j'ai été chargé de mission à un moment donné au département sciences de la vie, et finalement on a véritablement changé de statut après des années de combat de Robert Barbeau par la création du département environnement et développement durable en 2006. C'est encore tout frais. Et donc je reviendrai tout à l'heure sur l'aventure EDD. Alors, à côté de cette histoire de culture générale, au fond, qui ferait défaut pour qu'on comprenne, quand on est responsable d'un grand institut de recherche ou d'un département, que l'écologie, c'est aussi une science, souvent on a entendu dire « Ah bah oui, mais c'est à cause de l'écologie politique ». Il y a eu confusion entre écologie et écologie politique, et donc une bonne partie de nos interlocuteurs ne savaient pas trop si on était des scientifiques ou des militants
Aujourd'hui, on dirait des éco-terroristes. Euh, alors, c'est évident que ça a joué, mais je ne pense pas que ce soit non plus un élément fondamental. Parce qu'il y a d'autres pays où c'était comme ça. Je veux dire, si vous prenez l'Allemagne, par exemple, où l'écologie scientifique, elle est forte, il y a eu des écologistes politiques qui se sont organisés, qui, mieux qu'en France, hein, qui sont au pouvoir, qui gouvernent. Et pourtant, l'écologie s'est développée aussi de façon importante. Donc, ça a sans doute compliqué les choses, mais je ne pense pas que ce soit un élément complètement déterminant. Et pour moi, ça revient toujours à la même chose. C'est que si on n'a jamais entendu parler d'écologie quand on a fait sa formation, bah, on ne pige pas, on voit pas les enjeux, tout simplement. Alors, ceci dit, il ne faut pas nier que cette confusion, on va dire, entre écologie politique, environnement, au sens général, c'est-à-dire problème de qualité de milieu, de pollution, etc., etc., bien sûr, il y a un mélange toujours dans les têtes aujourd'hui par rapport à l'écologie. C'est peut-être pas complètement un hasard si la section 29 qui est créée en 76, dans l'histoire de l'environnement, c'est une date importante, hein. C'est la première grande loi de protection de la nature. C'est elle qui génère les obligations d'études d'impact, qui d'ailleurs lance aussi au passage le concept éviter, réduire, compenser, même s'il n'a pas été mis en œuvre à ce moment-là. Il y a évidemment, peut-être, finalement, avec la montée des préoccupations environnementales, quelque chose qui a peut-être ouvert un petit peu les yeux quand même sur l'idée qu'une science qui regarde la qualité des milieux, c'était comme ça que c'était perçu à l'époque, c'était très restrictif, peut-être que ça a aidé finalement. C'est-à-dire que cette relation entre écologie et environnement, à mon avis, a été à la fois un frein et peut-être par moment quelque chose qui a permis de franchir une étape. Et puis les années 70, c'est aussi l'émergence du mouvement environnementaliste en général, hein. À cette époque, les associations de protection de la nature se multiplient, les mouvements d'écologie politique se multiplient. Voilà, il y a tout un mouvement quand même de préoccupation là-dessus qui, peut-être à ce moment-là, a aidé l'émergence du, euh, de l'écologie scientifique. Pardon. Alors, ce lien, il existe, encore une fois, environnement, écologie, ça existe tout le temps, hein. Voilà, quand on crée un département d'écologie, enfin d'écologie, justement pas, quand on crée un département spécifique qui prend en charge, entre autres, les laboratoires d'écologie au CNRS, on l'appelle environnement et développement durable. Euh, et voilà, c'est quand même tout un symbole. Il y a encore beaucoup d'endroits, bah, y compris à Sorbonne, où les formations en écologie de notre côté sont inscrites dans l'UFR, finalement, qui est dérivé d'une UFR de sciences de la Terre et qui s'appelle environnement. Alors, certes, terre, environnement, biodiversité, mais... Et c'est le cas dans beaucoup d'établissements. Euh, les, les formations en écologie sont souvent dans les départements de géosciences, quoi, pour parler un peu plus largement. Donc on voit bien que cette histoire de dire bah, finalement l'écologie, c'est une discipline des sciences de la vie, même si elle apporte une importance grande au contexte physico-chimique, bah, c'est peut-être pas encore complètement achevé de ce point de vue-là. Alors c'est vrai que Jean-Paul Deléage, qui est un des grands historiens de l'écologie en France, hein, avait dit ça depuis le début. Il avait dit que l'écologie, c'est une science impliquée. Oui, bah de fait, quand vous travaillez sur des organismes dont une partie est en train de se casser la figure ou sur des milieux qui se dégradent, bah immédiatement, vos travaux, aussi fondamentaux soient-ils, prennent une dimension sociale évidente. Et donc, on aura du mal en écologie à gérer l'interface justement entre ces questions-là et la dynamique propre d'une discipline finalement comme les autres en théorie. Deléage, il disait aussi, bah, il y a d'autres disciplines que l'écologie qui sont de fait impliquées, comme on dit aujourd'hui, hein, la recherche impliquée. Bah oui, on est impliqué qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors ça, c'est à raisonner au niveau du collectif, hein. Ça ne veut pas dire que chaque chercheur doit s'impliquer dans les questions d'environnement. Mais collectivement, oui, il y a quelque chose qui est inévitable par la nature même des objets, des questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, Deléage, il dit, bah oui, c'est un peu la même chose pour la climato, évidemment. Et puis sans doute pour la génétique aussi, même si c'est peut-être moins évident dans un premier temps.
Alors, je reviens un petit peu sur l'aventure EDD, qui est devenue l'INE, donc Environnement, Développement Durable, et puis ensuite Institut Écologie, Environnement. Donc ça y est, on a enfin le mot écologie qui apparaît dans un département, mais qui est dont le périmètre est beaucoup plus large, hein, que simplement l'écologie. Il faut savoir que cette affaire, elle est venue après un échec. Puisque au CNRS, on avait une organisation déjà sur l'environnement, sur les sciences de l'environnement, qui s'appelait l'INSU, pardon, l'Institut national des sciences de l'univers. Et donc, à un moment donné, il y a eu le projet d'élargir ça et de faire un institut des sciences de l'univers et de l'environnement. Et donc, évidemment, du coup, avec l'idée d'accrocher l'écologie à ce département. Alors, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons probablement. Il y en a une qui a été signalée par Bernard Delay, par exemple, et qui me paraît tout à fait juste, c'est que l'INSU, pardon, il a une certaine ambiguïté au CNRS, parce que c'est à la fois un département du CNRS, un institut national, financé par tous les organismes et pas seulement le CNRS. Alors, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, du coup, on a bien vu qu'à partir du moment où le CNRS voulait mettre l'environnement dans l'INSU, qui était quand même un département du CNRS, au moment où on se rend compte que la problématique environnementale, elle émerge et que les gens qui ont compris, finalement, se disent, bah oui, ça va devenir structurant de beaucoup de choses dans le futur, c'est un petit peu comme si on vous demandait, quand vous êtes patron d'une boîte, de lâcher un créneau stratégique, quoi. Vous n'allez pas le faire. Donc ça, probablement, ça a été un frein, et sans doute parce qu'il y avait cette confusion, entre guillemets, entre structure du CNRS et structure nationale. Ben non, on ne va pas confier, ou en tout cas sembler confier, toute la problématique environnement à un organisme qui est essentiellement sous la coupe du CNRS. Et puis, comme j'étais chargé de mission en sciences de la vie à l'époque, hein, j'ai donc participé à des discussions là-dessus, ben, on est retombé là encore, hein, c'est un peu obsessionnel, désolé, mais sur cette question de formation. C'est-à-dire qu'on voyait bien que la plupart des gens ne comprenaient pas de quoi on parlait, en quelque sorte, et qu'ils avaient du mal à comprendre, là encore, que cette écologie était une science qui pouvait apporter des compléments utiles. Quand je dis utile, c'est indispensable, en fait, aux approches climatologiques, géologiques, et ainsi de suite. Donc, échec. Et puis là, arrive quelque chose d'assez étonnant. Il y a, à ce moment-là, des personnes importantes dans la direction du CNRS qui ont un pifomètre, au minimum un pifomètre politique, peut-être plus que ça, j'en sais rien, je n'étais pas dans leur tête, et qui se disent on ne peut pas ne pas avoir quelque chose de centré sur l'environnement dans le CNRS, qui est quand même, qui était à l'époque, qui doit l'être toujours, le premier organisme européen de recherche en termes, au moins en termes d'effectifs. Hein. C'est ça dont on parle quand même. Ce n'est pas une petite institution. Et donc, à l'époque, il y a un directeur général qui s'appelle Bernard Leroux-Tourou, qui décide qu'on va créer quelque chose sur l'environnement au CNRS et afficher l'environnement au CNRS. Et il a ensuite, alors il s'appuyait notamment sur Gérard Mégy, hein, qui était quelqu'un d'important au CNRS, bon, qui est décédé avant de pouvoir arriver au bout de la dynamique, mais Laroutourou l'a continué. Et puis ensuite, le relais a été pris par la présidente Catherine Bréchignac dans les années qui ont suivi. Et donc a été décidé de la création d'un département environnement, donc ce qui a donné EDD, Environnement Développement Durable au CNRS, puis l'INE. Et j'y étais. J'ai vu que Bernard Delay est en ligne, il pourra contester ou confirmer mes propos. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas un enthousiasme délirant de la part de beaucoup de directions du CNRS pour créer ce département environnement. Et une des critiques que j'ai entendues, c'est que l'environnement, ce n'est pas une science, on ne va pas créer un département non scientifique au CNRS. J'ai entendu des choses qui ressemblaient beaucoup à ça. Et donc, c'est parce qu'il y a eu la volonté de la direction, pour le coup, qui a imposé quasiment la création de ce département, qu'on a commencé à avoir une reconnaissance finalement institutionnelle de l'écologie, au même titre qu'on reconnaît la physique, la chimie ou n'importe quoi d'autre. Et c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré, on en discutait un petit peu à table là, juste avant, qui m'interroge souvent, c'est que finalement, il y a pas mal de choses qui avancent et qui, de mon point de vue, étaient évidentes, indispensables, enfin, qu'on puisse discuter
de la pertinence ou pas de faire quelque chose autour de l'environnement au CNRS à l'aube du troisième millénaire, ça me paraît surréaliste en quelque sorte. Pour moi, c'était une évidence. Et donc, on débloque la situation parce qu'à un moment donné, il y a un bonhomme ou une bonne femme qui ont le pouvoir et qui font avancer les choses. Et on a l'impression que les structures collectives, nous, non, on a du mal à faire évoluer nos structures. Il faut attendre la personne providentielle, ce qui est un petit peu étonnant sur le plan du fonctionnement du collectif ou de la démocratie. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu à ça. Voilà. En tout cas, bon, on a vu ça aussi à l'université, hein. On a pu créer des enseignements environnement, mineurs environnement, et des instituts transversaux autour de cette question quand un président a dit « je veux que l'université participe au grand débat de société », point à la ligne. Et puis il a ouvert des espaces de liberté pour le faire. S'il n'avait pas été là, bah, ce ne serait sans doute pas fait non plus. Donc ça, c'est un truc moi, qui me travaille beaucoup. Je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas en termes de fonctionnement du collectif. On n'est pas obligé de tout le temps attendre, et pourtant si. On attend souvent une personne providentielle. Peut-être pas toujours, mais souvent. Alors, le fonctionnement de DD, c'était assez génial. Et j'avais prévu, hein, donc c'est pas parce que je sais qu'il est en ligne, mais de rendre hommage à Bernard Delay, parce que Bernard Delay a été mis en place dans ce nouveau département qui était un département de combat. Il fallait trouver sa place là-dedans, faire passer les messages. Et j'ai été directeur scientifique adjoint dans cette affaire. C'était une équipe formidable de militants de la science, on peut dire ça comme ça, et qui se sont bien battus. Et ça a été quand même assez largement grâce à l'ambition, mais au bon sens du terme, et une certaine plasticité et ouverture d'esprit de Bernard Delay, qui a permis d'avancer là-dessus. Avec un côté très pluridisciplinaire. Alors là aussi, un mot sur la pluridisciplinarité, parce que j'en ai tellement entendu parler de cette pluridisciplinarité que ça finit par me fatiguer, parce qu'on en a fait une injonction, une obligation. Bah oui, des fois, on n'a pas besoin de pluridisciplinarité, et c'est très bien comme ça, même si pour beaucoup de questions, effectivement, qui relèvent du monde réel, ben, elle devient évidemment inévitable. Donc, autre fait important qui explique pourquoi ça a pas mal démarré à EDD, c'est qu'il y a eu une vraie politique à un moment donné de moyens. Et oui, quand même, à un moment donné, même si les moyens, ce n'est pas forcément la réponse à tout, c'est quand même un élément important. Et les moyens, eh bien, pour EDD, ça a été, pendant quelques années, la mise à disposition de crédits supplémentaires et de postes supplémentaires qu'on pouvait mettre dans des équipes en dehors du département EDD, évidemment en relation avec les directions des départements concernés, mais pour soutenir des équipes dont on pensait qu'elles pouvaient se raccrocher à la thématique environnement. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que là, il y a une volonté d'inscrire l'institution dans le paysage de ce qui va devenir, on est bien en train de le voir aujourd'hui, même s'il y a des hauts et des bas. Alors là, il y a beaucoup de bas en ce moment, mais quelque chose qui va structurer le XXIe siècle, la question environnementale, eh bien, on se donne les moyens d'avoir de la force pour le faire. Alors ça a duré, je ne sais plus trop, 2 ou 3 ans, je crois que ça n'a pas été reconduit après, mais c'était quelque chose de vraiment intéressant pour faire monter rapidement et donner de la légitimité, au fond, à des groupes qui étaient à droite et à gauche, qui étaient déjà engagés dans ces affaires. Voilà, et donc, je l'ai dit tout à l'heure, bon, aujourd'hui, le résultat des courses, bah, c'est que vous avez un département qui s'appelle l'INE, une discipline qui est complètement installée, qui recrute, même là aussi, s'il y a des hauts et des bas, on connaît. Bon, je connais bien toutes les difficultés sur le sujet, mais c'est quelque chose, à mon avis, qui est aujourd'hui complètement irréversible. La bataille de la scientificité de l'écologie est gagnée. Le fait que l'écologie soit une discipline comme les autres, qui doit d'abord être pilotée par sa propre logique interne, par la logique scientifique. Donc, ce qu'on pourrait appeler de la recherche fondamentale, moi je préfère parler de recherche libre, c'est-à-dire où la dynamique et les sujets procèdent de la logique et de la méthode scientifique, ça aujourd'hui, c'est gagné. Ça ne veut pas dire que l'écologie n'a pas un rôle majeur à jouer dans des questions concrètes, hein. Juste parce que ça m'énerve, donc je vais finir de m'énerver. Le mot science fondamentale, recherche fondamentale, écologie fondamentale, qui est dans la bouche du directeur général toutes les 5 minutes, je pense que c'est un très mauvais concept. Parce que s'il y a de la recherche fondamentale, ça veut dire qu'il y a de la recherche appliquée. Et comme dans la tête de la majorité de nos compatriotes, bah, la recherche appliquée, c'est la recherche utile.
bah, ça veut dire que la recherche fondamentale, c'est la recherche inutile. Et donc là, en fait, on se piège soi-même là-dessus. Ce qu'il faut qu'on montre, c'est que quand on veut innover, puisqu'on a que ce mot-là à la bouche là aussi, quand on veut innover, donc gérer de façon plus astucieuse les questions d'environnement, eh ben, on ne fera pas ça sans innovation conceptuelle. C'est impossible. Si on a des problèmes d'environnement aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas géré correctement les choses en termes de système, par exemple. On a été obsédé par telle ou telle dimension. L'agriculture en est un exemple flagrant. Donc, pour résoudre ces questions environnementales qui sont plurielles, il faut faire de la connaissance, de la création de connaissances nouvelles, de la création conceptuelle, de la création théorique. Une théorie, c'est un cadre général qui permet de cadrer l'action et de prendre moins risque de se tromper, on va agir selon des dynamiques qui ont déjà fait leurs preuves. Donc c'est très important d'expliquer qu'une théorie, ce n'est pas un truc fumeux que personne ne comprend, c'est un cadre qui est souvent assez simple à comprendre quand il est exposé et qui peut permettre d'augmenter le succès des actions concrètes qu'on peut mener à droite et à gauche. Donc, cette écologie, elle a gagné. Maintenant, la question du lien entre écologie et société reste, à mon avis, ouvert. Et c'est un petit peu là-dessus. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, d'ailleurs. Combien de temps? Une demi-heure. Bon, bah, comme ça va laisser un peu de temps à la discussion. Je vais entamer peut-être les derniers aspects. Donc maintenant, à mon avis, maintenant qu'on a cette communauté écologique qui est installée, on va dire, euh, aussi bien en termes de formation qu'en termes de recherche, il faut quand même pérenniser ça. Et puis, puisque nous sommes dans la recherche publique, euh, bah, on a un devoir d'essayer de répondre, à mon avis, à un certain nombre de défis de société qui, vous le savez comme moi, deviennent aujourd'hui, pour reprendre un mot à la mode aussi aujourd'hui, des défis existentiels. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du maintien de la vie ou pas. C'est quand même pas une petite affaire. Et encore une fois, du fait des objets dont on s'occupe, on a forcément un rôle central à jouer. Quand on parle de transition écologique, de plus en plus de gens vous disent que finalement l'enjeu de la transition écologique, bah, c'est la reconnexion au vivant, c'est la réintégration du vivant dans les dynamiques sociales. Donc, de fait, Barbeau d'ailleurs l'avait dit avant beaucoup de gens, bah, on est amené à jouer un rôle central là-dedans, pas forcément bien armé en termes de moyens, en termes de formation, en termes psychologiques même. Donc c'est quand même un défi important à relever. Alors, dans les obsessions que je vous ai livrées, il y a la question, évidemment, étant enseignant, ce n'est pas très étonnant, mais l'obsession de la formation. Et ce que j'appellerais la question de la culture en général. Dans les expériences plus récentes que j'ai pu mener, alors j'aurais pu parler d'un tas d'autres choses, hein, la création du laboratoire aussi, qui était à la fois une réponse à des questions structurelles et puis en même temps cette idée qu'en mélangeant les genres, bah, on risquait d'avoir peut-être plus de créativité. Euh, donc, sur la formation, je reste convaincu que l'écologie, au sens de l'analyse finalement du phénomène vivant et des conditions qui vont avec, doit faire partie de la culture de base de tous les citoyens et en particulier des gens qui ont le pouvoir et qui décident, qu'ils soient dans les entreprises ou des politiciens ou dans les collectivités. Donc il y a eu deux étapes, à mon avis, importantes, en tout cas auxquelles j'ai pu participer, donc ça c'est du récent. C'est l'affaire du rapport Jouzel. Donc Jouzel, vous connaissez, climatologue. La ministre de l'époque de la Recherche, Frédérique Vidal, demande à Jouzel de monter un groupe de travail donc que j'ai intégré pour répondre à la question comment on peut enseigner la transition écologique. Former, le terme exact de la lettre, c'est former à la transition écologique tous les étudiants du supérieur français. Donc former, ce n'est pas juste de l'initiation, mais de la formation. Transition écologique, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de la ministre quand elle a utilisé ce terme. Pour moi, transition écologique, hein, ça veut dire écologique, oikos, l'habitat, donc c'est la viabilité de la planète. Comment on revient par toutes les voies possibles, sociales, économiques, techniques, etc.,
à une planète vivable, puisqu'on est en train de... On a cassé cette viabilité de la planète. Donc, former à la transition écologique, tous les étudiants, qu'ils soient en physique nucléaire ou en philosophie grecque ancienne, voilà, c'est quand même assez ambitieux comme vision. Et donc, il y a eu ce fameux rapport Jouzel, et on a résisté à des élections présidentielles et à un changement de gouvernement. Donc, nouvelle ministre, Sylvie Retailleau, qui dit, ben voilà, je reprends ça à mon compte, et je décide que, à partir de la rentrée 2025, bah, tout le monde aura une initiation. Bon, quelque part entre l'initiation et la formation, hein, une trentaine d'heures, c'est quand même pas non plus. Aux questions de transition écologique. Et on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une ministre qui dit c'est obligatoire. On est tous plus ou moins universitaires ici. Prendre une décision d'obligation dans le milieu universitaire, c'est un peu risqué quand même. Ça pourrait déclencher pas mal de mouvements. Bah, elle l'a fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que bah, dans tous les établissements, de gré ou de force, bah, les gens se préparent à ça. Et alors après, il y aura plein de discussions sur le contenu, sur comment c'est fait, est-ce que c'est de bonne qualité ou pas. Il y aura plein de choses à améliorer au cours du temps, mais au moins le mouvement est engagé. Et donc on peut espérer que dans quelques temps, les étudiants, quels qu'ils soient, auront entendu parler de ces histoires de transition écologique sur des bases scientifiques. Ce n'est pas évident, puisque transition, ce n'est pas environnement. Il ne s'agit pas de raconter où est l'environnement. Il s'agit évidemment de raconter où on en est dans l'environnement, mais il s'agit aussi de raconter quelles sont les pistes pour en sortir. Donc c'est le mot transition, en fait. L'objectif, c'est la viabilité de la planète. Comment on fait pour retourner à ce truc-là? Alors ça, c'est le prototype. Alors on tombe là encore une fois, c'est une personne, donc une ministre, qui joue un rôle majeur dans cette affaire et qui prend une décision ultra politique finalement, mais qu'on a déjà pris ailleurs. On s'en souvient pas forcément. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit, ben il faut que tout le monde maîtrise une langue étrangère. C'est une obligation. Il faut que tout le monde ait un minimum de culture numérique. C'est une obligation. Ben là, c'est pareil. Il y a un nouvel enjeu qui apparaît, cette question environnementale, et donc on décide qu'il y a une obligation. Il faut que tout le monde soit doté d'outils minimums. Après, ils en font ce qu'ils voudront, hein, sur ces questions-là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que dans tous les établissements, enfin presque tous, il y avait déjà des individus ou des groupes qui étaient aux manettes sur ces questions, qui préparaient des choses, voire qui délivraient déjà des formations dans le domaine. Et là, on tombe sur un rapport avec un tampon ministère, crac. Ça a donné de la légitimité à ces gens-là. Et clairement, ça a enclenché une dynamique assez impressionnante. Bon, moi, j'ai fait partie des gens qui ont fait le service après-vente, si j'ose dire, du rapport Jouzel. Donc, je suis intervenu dans beaucoup d'établissements français, mais y compris à l'étranger. Là, dernièrement, il y a 2 jours, les collègues danois et allemands nous demandent de faire le point sur cette affaire parce que ça les intéresse beaucoup et que ça étonne un peu des fois, évidemment. Alors, nous, on est très centralisés. Donc, évidemment, d'être centralisé, si je raconte ça à Donald Trump, je vais me faire tuer, qui décide que tout le monde doit avoir une formation en transition. C'est quand même un peu spécial, mais c'est adapté finalement, probablement, au pays tel qu'il est aujourd'hui. Alors, cette affaire vient en complément de ce qui se fait déjà pour certains élèves au lycée et au collège. Et il y a des programmes qui existent, qui sont de bonne qualité, alors qui ne sont pas accessibles à tous les élèves, ça c'est le défaut. Mais du coup, on complète la panoplie de la formation. Donc on peut espérer, ou alors on démissionne tous, en tout cas tous ceux qui sont enseignants, qu'être un peu formé, ça peut aider quand même à être plus pertinent dans la manière d'agir. Ça évite de faire des grosses bêtises peut-être. Ça ne correspond pas, c'est pas parce qu'on est formé qu'on agit, mais si on agit, on a plus de chances d'agir avec pertinence si on a été formé que si on n'est pas formé. Deuxième épisode qui me rend un petit peu optimiste là-dessus, je me force un peu à être optimiste de temps en temps, bah, c'est l'histoire des fonctionnaires. Donc là aussi, bah, il y a un ministre qui, pour des raisons X, là aussi je n'étais pas dans la tête de Guérini, qui décide de former les hauts fonctionnaires à la transition écologique, les hauts fonctionnaires. Et là aussi, bah, finalement, c'est en train de se faire, en partant de zéro, dans une improvisation à peu près totale. On a tout inventé à partir de zéro, avec le soutien du ministère de la Recherche, de nouveau.
ben, on a pu monter une formation qui va de l'initiation aux ateliers de passage à l'action, en passant par un centrage scientifique très fort. Le ministère a dit, c'est à base scientifique. C'est quand même une assez belle reconnaissance. Et donc, dans la formation, il y a une part importante de conférences données par des collègues. Donc, il y a actuellement plus de 300 collègues sur toute la France qui ont déjà donné des conférences sur la biodiversité, sur le climat, sur les ressources, hein. Souvent à deux. On a essayé de mélanger sciences humaines et sociales et sciences de la nature, parce que si on doit passer à l'action, bah, évidemment, si on ne mélange pas les deux types de sciences, bah, on est à côté de la plaque, il n'y a aucun changement, c'est une évidence. Euh, et donc aujourd'hui, c'est en train de se faire. On va atteindre la cible de 16 000 hauts, oui, c'est ça, 16 000 hauts fonctionnaires qui vont être formés d'ici la fin du mois de juin. On devrait être à peu près au bout du cycle. Et puis, il reste les 9 000 fonctionnaires et magistrats du ministère de la Justice. Là, on va suivre des voies un petit peu différentes pour des raisons bon, compliquées, on va dire. Mais finalement, c'est en train de se faire. Et donc, il y en a quelques-uns peut-être ici, enfin au moins un, qui a donné des conférences. Bah, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un intérêt. Il y en a même deux, hein, toi aussi, tu as participé. Il y a une compréhension, il y a une assez bonne réception des choses. Et donc, on voit, et notamment dans le domaine biodiversité, qui est évidemment peut-être le domaine le plus inconnu de ces hauts fonctionnaires, ben, on arrive à déclencher des choses assez étonnantes. Il y a vraiment des gens qui ont un choc. J'ai même entendu parler d'un général de gendarmerie qui n'était pas content, quoi. Enfin, en gros, il n'avait plus envie d'aller taper sur les manifestants. Je sais plus. Bon, on coupera ça dans l'enregistrement. Euh, non, mais voilà, parce que, et là aussi, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous avez accès à ces gens-là, et ça a été possible parce que la première ministre de l'époque a dit c'est obligatoire. Voilà. Alors après, l'obligation est plus ou moins suivie, hein, en clair. Mais il y avait quand même ce message. Ben, quand vous avez accès à des gens même qui n'ont pas a priori d'appétence pour ce sujet, ben, on peut faire passer des messages. On peut faire comprendre quelques principes de base sur la logique du vivant qui sont les concepts de base qu'on enseigne en écologie. Et donc, qu'est-ce que ça donnera tout ça? On n'en sait rien. Il y a deux thèses qui sont en cours et qui vont analyser ça en détail, hein, à la fois sur les méthodes et sur les résultats. Est-ce que finalement ça change ou pas l'attitude des hauts fonctionnaires? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre eux, maintenant, ils auront quand même ça en tête. Probablement, ils y penseront, alors qu'avant, ils n'y pensaient pas forcément. Et peut-être même, là, évidemment, c'est le summum, ils mettront ces questions de biodiversité au même niveau que des questions sociales, économiques ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on peut espérer. On verra. En tout cas, ça c'est important. En parlant science, et bon, quand on intervient, parle aussi sur le contrôle de collègues, on ne montre pas des belles photos en couleur, des petits oiseaux, etc. Quand on parle de biodive, on montre des schémas. Et je reviens à cette question de la scientificité. Si c'est réglé dans les institutions scientifiques, ça ne l'est pas forcément à l'extérieur. Beaucoup de gens ne savent pas que l'écologie, c'est une science, je ne sais pas, précise, quantifiée, avec de la technologie, blablabla, des statistiques effrayantes. Et voilà. Il faut montrer à l'extérieur la scientificité. Et je pense que c'est une partie des résultats obtenus, c'est que quand on montre des courbes, qu'on montre, comme le font les climatologues, finalement, ben, on fait comprendre que c'est une science, cette affaire. Et que ce qu'on raconte, ce n'est pas juste des sentiments, c'est des données le plus objectivées possible. Et donc, là-dessus, moi, là encore, j'ai l'impression qu'on peut faire passer le message. Ça ne garantit pas, bien entendu, une modification fondamentale de, du fonctionnement pardon, de la haute administration. Puis alors maintenant, ben, on est dans le trou depuis le mois de juin, comme tout le monde. Puisque l'autre idée, c'était, enfin, on avait commencé à travailler là-dessus, c'était de passer à la formation des 2,5 millions de fonctionnaires d'État, des catégories A+ aux catégories C, évidemment en adaptant la formation, etc. etc. Parce que la formation des fonctionnaires actuellement, des hauts fonctionnaires, c'est 100% présentiel, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 000 personnes à former en un an en présentiel à partir de zéro, c'est un défi complètement dingue. Et ce défi, il est relevé par les collègues qui forment les fonctionnaires.
Et l'idée, c'était que le présentiel permettait, et c'est la dernière idée que je voudrais développer, une possibilité de contact, peut-être continu. Et on sait que dans certaines régions, d'après les remontées qu'on a de l'équipe qui a été recrutée pour ça, qui est gérée par le CNRS au passage, eh bien, on a des remontées comme quoi, effectivement, il y a quelques hauts fonctionnaires qui ont pris l'habitude de dialoguer avec des scientifiques. Pour intégrer plus qu'avant la donnée scientifique, tout simplement. Il ne s'agit pas de dire que la politique, ça doit être scientifique, mais d'intégrer la science, comme l'économie ou autre, dans la prise de décision et dans l'analyse politique. Donc c'est ça qui est important, c'est d'arriver à créer cette culture, en fait, du dialogue. Et donc, le dernier point aujourd'hui, c'est que on a des urgences de tous les côtés. Beaucoup de questions portent sur les objets que nous traitons, nous, en tant que scientifiques en écologie. Et sommes-nous bien armés pour répondre à cette demande d'expertise, mais plus que ça. Là encore, ce n'est pas forcément que de l'expertise qu'on doit faire, parce que l'expertise, c'est en aval, finalement. Il faut qu'on se situe en amont par rapport aux décideurs, notamment. Il faut qu'on arrive à bien faire comprendre où on en est, quels sont les enjeux, quelles sont les pistes de solutions qui sont pertinentes par rapport aux dynamiques d'ensemble planétaire. Et là, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. La Société française d'écologie, elle fait des choses dans ce domaine. Mais on pourrait imaginer, par exemple, et je crois que c'est le cas dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, je ne sais pas combien de fois la Société française d'écologie a été invitée au Sénat quand le Sénat fait un rapport sur ces questions-là. Ou est-ce que le gouvernement demande régulièrement le point de vue de la SFE sur telle ou telle décision qui va être prise dans le domaine de l'écologie au sens large? Et Dieu sait s'il est large. Alors, je n'ai pas la réponse, mais j'imagine que ça arrive rarement ou pas du tout. Et ça, c'est pas normal. C'est peut-être un des trucs qu'il faut qu'on arrive à conquérir ça. Qu'on devienne, puisque vous êtes représentatif, parce que 800 adhérents, c'est beaucoup, finalement, par rapport à la taille de la communauté, peut-être des interlocuteurs qui manquent aujourd'hui. Parce que les institutions, elles font. Que disent nos institutions du changement climatique? Rien. Une société comme la Société française d'écologie ou d'autres sociétés dites savantes peut s'exprimer au nom de la communauté, sans mouiller forcément les institutions qui sont assez conservatrices, comme, par définition, comme vous savez. Et donc moi, je pense que le grand défi, il est là aujourd'hui. Alors, il y a un défi scientifique. Moi, je suis étonné, on en reparlait encore à midi aussi, mais discussion éternelle, en écologie aujourd'hui comme ailleurs, on a identifié des règles générales. Voilà. Moi-même, je ne sais pas si des fois je me dis ça m'angoisse, peut-être que je raconte une ânerie quand je dis aux formations de fonctionnaires par exemple, bah oui, aujourd'hui, la recherche montre, et je montre des courbes, que plus vous augmentez le nombre d'espèces, plus en général, vous augmentez la productivité ou la résistance à la sécheresse. Donc ça, c'est des résultats qui sont aujourd'hui à peu près établis. C'est jamais vrai à 100% évident, ça c'est une évidence. Mais c'est quand même quelque chose qui, s'il est appliqué, va augmenter les chances d'avoir une action positive sur l'environnement. Et moi, je pense qu'à un moment donné, notre communauté, elle doit accélérer sur le travail de synthèse. Et la synthèse, ce n'est pas forcément que des méta-analyses, on va en discuter. Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce qu'on a comme loi générale, hein, l'équivalent de E égale MC carré en écologie, bon, voilà, truc qui va marcher dans la plupart des cas, et qui peut servir de cadre à l'action. Je prends un exemple qui m'énerve tout le temps. Quand Macron il dit il faut planter 1 milliard d'arbres, très bien. Mais il devrait, vu la situation, ajouter immédiatement en diversifiant les espèces à la parcelle. Et ça, c'est pas dit, parce qu'il dit peut-être, enfin, je sais pas. Et non, si vous regardez la carte, les données IGN, qui n'est pas un groupe de gauchistes, 47% de la forêt française est monospécifique. Si vous voulez 4 espèces d'arbres mélangées et plus, alors 4 espèces d'arbres, ce n'est pas non plus une diversité démentielle, c'est 5% de la forêt française. Donc, quand vous regardez cette situation et que vous comparez à ces règles qui émergent, qui sont maintenant en partie stabilisées, voire certaines vraiment stabilisées en écologie, vous êtes obligé de conclure que structurellement, la forêt française elle a un problème pour encaisser les coûts en termes de maladies, de changement climatique, etc. Et que si on voulait améliorer la résilience des forêts, l'urgence, ça serait de diversifier la parcelle. Parce que d'ailleurs, en parenthèse, certains forestiers font et ils en vivent très bien.
et aussi compatible avec des contraintes économiques. Donc moi, je trouve que là, il me semble que notre communauté, son enjeu maintenant, c'est d'être plus clair sur où on en est dans des savoirs stabilisés, c'est-à-dire qu'ils vont marcher dans 8 ou 9 cas sur 10, en gros, et traduire ça en recommandations pratiques de cadrage. Une fois que vous savez je sais pas, que la diversité génétique, parce que celle-là, on n'en parle jamais, est importante aussi par rapport à des questions notamment de résilience, bah, quand vous êtes jardinier ou je ne sais quoi, si vous avez cette information, bah, vous savez ce qu'il faut faire, dans quel sens il faut aller, même si vous n'y arrivez pas. Mais sinon, aujourd'hui, la diversité génétique, c'est pas pris en compte quasiment nulle part. Donc moi, je pense que là, il y a un gros enjeu pour la communauté. C'est à la fois un travail scientifique de synthèse, et puis oser, parce que je pense que des fois, c'est ça, on n'ose pas, faire le pas pour dire, bah voilà, l'application, la traduction concrète de ça, c'est plus d'espèces, ou plus de génétique, ou plus d'hétérogénéité spatiale, ou que sais-je. Il n'y a pas 50 000 messages d'ailleurs, il y en a 5 ou 10 peut-être. Un effet dilution sur les pathogènes, par exemple. Bah, j'ai un peu l'impression qu'on est sur une règle générale. Il faut le faire savoir. Et le dire, c'est un guide pour l'action. Donc ça, à mon avis, c'est l'enjeu principal. Alors, je pense que la SFE, du coup, bah, évidemment, alors facile à dire, hein, parce que c'est du boulot, mais il y a un enjeu évidemment important. Et puis, on peut le faire dans beaucoup de situations. Le mouvement là, qui a été lancé par les collègues climatologues des Grecs, par exemple, hein, qui décident qu'ils deviennent des interlocuteurs auprès des autorités publiques, bah, c'est peut-être aussi une manière de faire, hein. On a créé en Île-de-France le grec francilien, donc groupe de recherche et d'expertise sur le climat et la transition écologique, c'est dans le titre. Bah, quand on a décidé de faire ça il y a 2-3 ans avec Nathalie Denoblet et puis Robert Votard, on est allé voir Pécresse d'un côté et puis Hidalgo de l'autre. C'était au moment des présidentielles, donc ce n'était pas la concorde, on puisse dire. On leur a dit voilà, il y a un groupe de scientifiques qui a envie de bosser avec vous. Ben, ils ont dit oui, ils ont donné des sous. Parce que politiquement, aujourd'hui, dire non à un groupe de scientifiques qui dit moi, j'ai envie de bosser avec vous pour régler les questions de transition écologique dans le territoire, vous ne pouvez pas, en tant que politique, dire bah non, je les envoie paître. C'est pas possible. Donc en fait, on a une force quand même. Ouais, j'essaie d'être optimiste. Non, mais ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver qu'on nous dise non. Mais je crois qu'en majorité, ça sera difficile de refuser. Parce qu'on bon, on a quand même une certaine aura malgré tout, même si éventuellement elle est en déclin, mais on a quand même une certaine aura. Euh, voilà. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais pour que cette fonction d'interface avec la société puisse être vraiment, et je m'arrêterai là, puisse être vraiment développée, je pense que c'est dans l'intérêt évidemment de ces sciences, à de montrer qu'on a des retombées utiles, sans tomber dans une recherche sous contrôle des autorités, donc la défense de la liberté, donc ça veut dire par exemple les crédits de base, hein, de façon très concrète, dans les laboratoires, c'est absolument fondamental. Mais je pense qu'on peut véritablement aider les praticiens à régler ces questions-là, qui me semblent tout simplement vitales. Encore une fois, on est des chercheurs publics, donc c'est un peu normal qu'on soit mobilisé sur ces aspects-là. Oui, dernier point, oui, le fil du coup, qui me semble important quand même à signaler, et là aussi il y a un message politique à faire passer à haut niveau, c'est que si on veut que les chercheurs et les enseignants-chercheurs jouent plus ce rôle d'interface avec la société, ben, il y a quand même un minimum de petits trucs à changer. Euh, Là aussi, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Beaucoup de nos collègues enseignants-chercheurs, ils sont à 120, 130, 140% de leur temps de service en enseignement. Ils sont submergés. Donc beaucoup d'ailleurs sont amenés à diminuer leur investissement en recherche. Et après, vous avez des mecs qui viennent leur envoyer des mails qui disent, voilà, venez nous aider à former les fonctionnaires. Non. Il y a un véritable problème politique de fond. Ça passe même sans doute par une révision du statut des enseignants-chercheurs. Quand vous regardez les textes, alors on parle de l'interface avec la société, mais ça vient très loin derrière, enseignement et recherche. Ben, on devrait dire c'est enseignement, recherche et puis interface avec la société qui peut prendre différentes expressions. Ça peut être artistique, ça peut être politique, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ce soit reconnu et il faut que le système s'adapte à ça. On n'aura pas ça tant qu'on aura des collègues qui sont submergés, qui passent leur temps à remplir des dossiers à la noix pour avoir finalement le droit de faire ce pourquoi ils ont été embauchés, c'est-à-dire travailler.
C'est un peu bizarre, hein. Un plombier, quand il embauche quelqu'un, il lui donne une clé à molette. Nous, c'est pas automatique. C'est un peu absurde. Donc, ça pose une question politique et qui ne va pas être réglée du jour au lendemain. Mais si on veut aller vers plus de prise en compte de la science et un petit peu d'approche rationnelle dans les décisions de toute nature, il faut mettre les enseignants-chercheurs en situation de le faire et pas tout le temps au bord du burn-out, en heures supplémentaires, etc. Donc, il y a une question politique. Donc là, ça, évidemment, c'est la question des directions d'instituts, mais c'est plus généralement le statut. Et puis, bien entendu, derrière, il y a forcément une composante numérique derrière ça. Donc, c'est peut-être le nombre de collègues ou pas, ou les charges, ou les modalités d'enseignement à changer. J'en sais rien, je ne suis pas un expert de ça. Mais euh, on doit essayer, on doit poser une question politique sur cette contribution de la science, et de la science publique en particulier, à ce grand défi. Voilà. Donc, évidemment, je vais m'arrêter là. Donc, évidemment, avec ces propos-là, je vais faire gaffe parce que Trump peut m'envoyer ses sbires, hein, pour me mettre au gnouf. Euh, voilà, donc écoutez, j'ai essayé de vous livrer quelques bon, réflexions qui me sont venues au cours du temps sur les petites aventures que j'ai menées. Donc, conclusion archi générale. En matière de formation, je pense qu'on a gagné l'essentiel de la bataille. En matière de recherche, autogérée, si j'ose dire, parce que finalement, c'est nous qui gérons notre recherche. On a un statut génial de ce point de vue-là. C'est à peu près gagné. Je pense que maintenant, l'insertion de l'écologie, au sens large, dans la résolution de la crise environnementale, là, il y a encore du progrès à faire. En gros, aujourd'hui, on est dans une phase de bricolage, et ce n'est pas péjoratif, on fait ce qu'on peut. Mais il faudrait arriver à dépasser ce stade. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une vraie politique, au sens noble du terme, à mener. Donc à nous peut-être de créer la pression là-dessus. Voilà, merci.